Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Média TV. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour deux thématiques. Nous allons parler de coaching mode d'emploi, comment ça fonctionne, comment faire son choix, comment voir et comprendre le coaching, et aussi on va essayer de parler des détracteurs du coaching. Une équipe de choc ce matin pour vous expliquer ce métier qui peut être vraiment très noble quand il est bien pratiqué. Ensuite, on enchaînera sur un autre sujet complètement différent. À l'heure où on parle beaucoup d'esthétique dentaire, il ne faut pas oublier les bases, l'hygiène bucco-dentaire de l'adulte. On en parle dans un petit moment, également avec Dr Adnan Amour. A tout de suite pour les détails. Vous l'avez compris, on parle de coaching ce matin, coaching mode d'emploi. On en discute avec vous, Younes El-Hiaoui, bonjour. Vous êtes coach et vous êtes directeur de publication du magazine Nefs. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Docteur Youssef Mouhi, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychiatre et coach. Exactement. Exactement, c'est un plaisir de vous avoir, docteur. Merci d'avoir fait le déplacement. Et Patrick Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de formation. Vous êtes coach fondateur de la première école de coaching au Maroc, Maroc Devenir, et vous êtes coordinateur pédagogique à l'école de coaching d'HEC Paris. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur. Alors, le coaching, c'est notre sujet du jour exactement. Alors, en quoi consiste le métier de coach? Je vous pose la question, Patrick Barraud. Oui. Écoutez, le métier de coach, en synthèse, c'est tout simplement libérer le potentiel. Libérer le potentiel, par exemple, vous-même, Yasmine, vous êtes actuellement journaliste, vous avez peut-être envie de créer une activité connexe, vous avez besoin peut-être de prendre la parole d'une manière encore plus élaborée, vous avez peut-être envie aussi de créer un projet de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Le coaching va libérer le potentiel que vous avez de manière à pouvoir vous exprimer pleinement et réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. C'est ce à quoi, généralement, le coach s'attache, à libérer le potentiel de l'autre. Alors justement, Younes El-Hiaoui, vous avez carrément monté un magazine sur le développement personnel autour du coaching. Ouais. Comment vous expliquez cet engouement ? L'engouement, d'abord une première explication simple, c'est le besoin d'être soutenu, le besoin d'être écouté, le besoin d'être épaulé simplement dans ces projets. C'est vrai que d'autres métiers pourraient être, on le verra avec le docteur Mouhi, connotés santé mentale, etc. On pourrait avoir des sujets, comme Patrick en a donné l'exemple, qui ne sont pas nécessairement dans des pathologies graves ou importantes. Être soutenu sur un projet, se reconnecter à un rêve, maîtriser sa prise de parole en public, reprendre confiance en soi, gérer son stress, ce sont tout autant de problématiques qui sont vécues, qui sont quasi imposées aujourd'hui par nos sociétés modernes et qui peuvent justifier effectivement de faire appel à un coach. Ce ne sont pas des problématiques psychologiques ? Alors, tout est au centre au cœur de la psychologie, naturellement. Par contre, c'est l'approche qui va différer. On parle beaucoup de coaching qui en ce qui me concerne, est aujourd'hui un mot un peu barbare, un peu moderne. L'activité, elle, ne l'est pas. Le coaching renvoie à une pratique quasi ancestrale. On parlait à l'époque de maïeutique. C'était le coaching, en gros, c'est vraiment l'art de poser des questions. Et si on allait plus loin, c'est l'art de poser des questions qui auront pour objectif de faire accoucher la personne d'elle-même. Ce n'est pas de la philosophie, mais ce besoin d'écoute, de s'exprimer, est un besoin qui est tout à fait humain. Et être face à un professionnel, c'est quand même une posture différente que d'être face à un membre de sa famille ou de sa meilleure amie, par exemple. Alors, docteur Youssef Mouhi, vous êtes un petit peu assez particulier dans votre domaine parce que vous êtes psychiatre, oui. Et vous êtes également, donc vous êtes médecin, vous êtes docteur, vous êtes également coach. Oui. Et beaucoup de psychiatres reprochent au coaching, justement, une forme d'intrusion dans leur métier. Mais vous avez fait le choix d'être formé aux deux choses. Pourquoi? D'abord, notre société est en pleine mutation et cette mutation crée un petit peu de la souffrance. Quand je parle du mot souffrance, je ne le dis pas dans une connotation assez pathologique, mais une souffrance, c'est-à-dire que les gens se sentent de plus en plus isolés. En fin de compte, le coaching, c'est une réponse à une demande qui est toujours là. Et donc, le fait que j'ai pu choisir de faire cette formation aussi et l'ajouter à mon cursus, c'est un petit peu
d'enlever cette connotation de pathologie. Parce que quand on vient chez le psy, on est patient. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce titre de patient. On est patient dans le sens où on va diagnostiquer une maladie et on va faire un traitement, que ce soit médicamenteux ou psychothérapique. Alors que dans le coaching, on est devant quelqu'un qui est censé être très bien portant sur le plan santé mentale, mais qui a besoin d'être un petit peu accompagné dans ses projets, comme l'a dit Patrick. Peut-être que ma double casquette va me permettre aussi que des fois, certaines demandes ne sont pas un petit peu des vraies demandes, ou bien il y a des demandes sous-jacentes qui vont faire émerger... Des vraies demandes au coach, vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des vraies demandes de psy, mais qui vont aller au coach, et c'est là pourquoi les confrères reprochent au coach de prendre ce type de personnes, et peut-être que ma double casquette me permet aussi de jouer sur ça et d'avoir un petit peu faire le distinguo entre les deux. Alors juste pour éclaircir un petit peu ce point, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez souvent? C'est-à-dire qu'une personne vient pour une demande, oui. Pour le coach, elle adresse sa demande au coach, mais finalement ce que vous, en tant que spécialiste, grâce à cette double casquette psychiatre et coach, vous rendez compte que c'est plutôt un problème psychologique, psychiatrique? Ce qui m'est arrivé, là je le dis juste parce que ça est arrivé la semaine dernière, c'est quelqu'un qui me connaît, qui vient me voir, il m'a dit « je m'adresse au coach, pas au psy ». Il a déjà mis le cadre comme ça. Je lui dis « d'accord, mais de part de ma formation, j'ai toujours ce regard de psy pour voir est-ce que cette demande, par exemple, il y a des gens qui amènent des demandes qui sont juste des mécanismes de défense auxquels il leur a permis un petit peu de mieux vivre. Si on enlève ce mécanisme de défense, et ça va être le chaos pour lui. Oui, mais ce que je veux dire, est-ce que finalement, les clients, et pas les patients, oui. Les clients se trompent en fait vis-à-vis d'eux-mêmes? Est-ce que souvent on vient voir le coach, mais vous vous dites non, mais c'est plutôt le psy qu'il fallait voir? Oui, il y en a qui se trompent peut-être parce que le psy a toujours une connotation péjorative, voire négative, dans le sens, moi mon problème ce n'est pas, je ne suis pas malade, je vais juste voir un coach. Et c'est là la formation et la lucidité de coach, de pouvoir dire voilà ce qui m'appartient, voilà mon champ et comment je peux adresser. Parce que le même patient-client peut être pris en même temps par le coach et par le psy. D'accord, donc on peut envisager un travail d'équipe. Ben justement, on va parler de cette différence entre... Ce qui est important aussi, c'est de comprendre la terminologie et les appellations. Il y a beaucoup de vocabulaire aujourd'hui un peu moderne. On parle de consultant, on parle de coach, on parle de psy, mais on ne sait pas... Même dans le monde du psy, alors est-ce que c'est psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste? Le psychiatre, c'est un titre protégé parce qu'il est réglementé par la loi. Vous ne pouvez pas dire vous êtes psychiatre, sinon vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi. Alors, psychologue aussi, c'est un titre protégé. Ce qui n'est pas protégé malheureusement, c'est le titre de coach. Donc, malheureusement, et de consultant. Oui, tout le monde peut se dire coach. Alors justement, Patrick Barraud, vous êtes coordinateur pédagogique à l'école de coaching d'HEC Paris. Comment se fait la formation du coach? Le coach, comment il étudie son coaching? Et quelle est la différence entre le coach et le consultant? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'engouement. Okay. Parce que l'engouement, bien longtemps, j'ai pensé que le coaching pourrait être un effet de mode. Et puis, depuis les années 2010, j'ai changé véritablement ma perception en disant et en affirmant que c'est plutôt un mouvement de fond. Pourquoi? Dr Mohi a parfaitement exprimé le mot souffrance. Avant, dans notre société, et au Maroc particulièrement, la famille était présente, les espaces d'écoute étaient véritablement en place. Vous aviez, à une certaine époque, les femmes qui se retrouvaient au hammam pour pouvoir, en fin de compte, discuter, dialoguer, s'épancher peut-être sur certains problèmes qu'elles vivaient. Et ces espaces, de par l'évolution de la société, ont progressivement disparu. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une focalisation sur le travail, il y a une focalisation sur les niveaux de performance, il y a une focalisation sur la réussite sociale. D'ailleurs, on oppose bien réussir sa vie ou réussir dans la vie. Ce sont deux choses qui sont différentes et en même temps qui sont complémentaires. Et donc, si vous voulez, le paradoxe de l'évolution de la vie moderne crée pour l'être humain que nous sommes des dysfonctionnements, des souffrances. Et si vous voulez, le problème fait que l'être humain qui est mis à mal dans notre société actuellement a besoin de retrouver cet espace d'écoute, a besoin de se donner la possibilité de rétablir un bien-être
de pouvoir se réaliser, en fait, en un mot, de pouvoir accéder au bonheur que tout être humain cherche à Absolument. avoir. Et d'ailleurs, la présence de Younes sur le plateau représentant de NAFS est une belle, très belle preuve que nous sommes à la recherche du bonheur et à la recherche du bien-être. Alors maintenant, concernant la formation. Parce que c'est un jeune magazine et qui est en train justement de trouver sa place. Il y a un public, il y a des lecteurs, il y a un besoin. Certainement. NAFS Magazine aujourd'hui fait partie des plus gros tirages de magazines au Maroc, tant de par sa capacité à adresser ce sujet en français, autant en français qu'en arabe, que par l'intérêt que le grand public a. Je voulais juste préciser que ce n'est pas un magazine de coaching spécifiquement, bien que la discipline coaching soit au cœur de l'approche. C'est un magazine sur l'épanouissement personnel et professionnel. Absolument. Et c'est la cour la plus importante, mais pour donner sur cette cour-là, nous avons plusieurs fenêtres qui peuvent être le coaching, mais la psychologie également, la thérapie, l'hypnose, le yoga, le feng shui, la sophrologie, plusieurs, très multiples sont les disciplines pour donner vraiment sur cette même cour qui est celle de l'épanouissement. Peut-être pour schématiser très rapidement sur votre question, la différence entre différents métiers, le débat n'est pas tant sur le métier de psychiatre, parce que là, c'est une discipline médicale qui s'intéresse à des sujets parfois pathologiques que le coach ne peut absolument pas prendre. On parle de schizophrénie, de doublement de la personnalité. Je parle sous le contrôle du docteur Mouhi, et c'est presque entre guillemets, permettez-moi, hors sujet, parce que personne ne devrait avoir la prétention de concurrencer sur quelque sujet que ce soit. Un psychiatre, c'est un médecin qui prescrit des médicaments. Maintenant, c'est vrai que le débat se pose plutôt, est-ce que c'est un consultant? Le coach n'est pas consultant en ce qui me concerne, dans le sens où il ne vient pas avec des solutions ou des recommandations. Le coaching est un accompagnement. C'est important d'insister là-dessus, c'est un accompagnement. Comme dirait le film Star Wars, la force est en toi. Je n'ai pas de solution, qui suis-je en tant que coach pour proposer des solutions à mon client? Les solutions ne peuvent venir que de lui, parce que c'est sa propre perception du monde qui l'entoure. Le psy, autre chose encore. Mais le métier n'est pas... Oui, docteur, allez-y. Juste pour un petit peu ajouter une chose, le psychiatre, c'est vrai, c'est un médecin, mais qui ne prescrit pas que les médicaments. Il y a aussi des médecins. Moi, j'ai 3 formations en psychothérapie, pas que, mais c'est le seul habilité à prescrire des médicaments parce qu'il est médecin. C'est important de le dire. Voilà, c'est le seul qui est habilité à prescrire des médicaments parce qu'il est médecin. Je donne un exemple très simple. Le titre de psychanalyse, demain, vous pouvez mettre Yasmine, psychanalyste. Psychanalyste, absolument. Ce n'est pas réglementé. Voilà, ce n'est pas réglementé. Donc, tout le monde peut se targuer d'être psychanalyste, alors que psychiatre, c'est quelqu'un qui a un doctorat en médecine, plus 4 ans de spécialité. Et ensuite, il y a différents types de formations qu'on peut faire, que ce soit les TCC, les thérapies interpersonnelles, les systémiques, tout ce qu'on veut. Et donc, dans ce cadre-là, la souffrance, comme on dit, elle est double. C'est-à-dire dans le sens où est-ce qu'il est inhérent à une situation donnée ou bien est-ce qu'il est conjoncturel ou structurel. Dans le sens où le coach, il est beaucoup plus dans le pourquoi, dans le comment des choses, alors que le psy, il est dans le pourquoi des choses. Mais justement, la formation, c'est vraiment la clé pour bien faire la part des choses en tant que coach. Est-ce que justement cette souffrance est reliée à un instant précis, à une situation précise, et donc à ce moment-là déverrouillable par le coach, ou bien, attention, il y a quelque chose de sous-jacent, c'est beaucoup plus structurel, il faut à ce moment-là une psychothérapie, une prise en charge. Mais justement, je vous repose ma question, Patrick Barraud, en tant que coordinateur pédagogique, justement, d'une grande structure, d'une grande école de coaching HEC Paris, comment ça fonctionne? Comment fonctionne la formation? Parce qu'on entend souvent parler de coachs qui ont suivi 2, 3, 6 semaines de coaching et qui pratiquent. Mais justement, comment se retrouver écoutez, alors, déontologiquement? Je suis ravi de la question et je vous remercie aussi de cette capacité que vous avez de réunir des personnes aussi différentes que nous sommes ici sur le plateau, parce que ce qui est important, c'est de ne pas opposer obligatoirement les approches, les métiers de relation d'aide, mais bien plus, en fin de compte, de chercher ce en quoi ils peuvent être complémentaires. Utiles et complémentaires. Et utiles pour l'être humain que nous avons en face de nous. Alors, si vous voulez, tout d'abord, la formation est bien faire entendre à vos téléspectateurs que la formation de coach démarre lorsque celui qui veut suivre une formation a envie de la faire, bien sûr, avec une certaine expérience aussi, mais qu'elle dure entre 2 et 5 ans.
Il faut bien le répéter. Lorsque vous dites effectivement que certains coachs se déclarent coach après avoir fait une formation de 3 jours, 8 jours, ce n'est plus une posture de coach, c'est réellement une imposture. Et c'est être dans l'imposture que de se déclarer coach alors qu'on a fait 8 jours de formation. C'est être dans l'imposture que de se déclarer coach quand on ne se donne même pas la possibilité de faire une thérapie. Soi-même. Soi-même. Tout à fait. Pour pouvoir en fin de compte éviter les projections que l'on peut faire sur le client d'une manière totalement inconsciente et qui peuvent entraîner Vous certains l'imposez dégâts. ça dans vos formations? Nous l'imposons. Vous D'accord. voyez, c'est une chose qui est importante, c'est que dans nos formations, nous demandons à nos participants que d'être dans un lieu thérapeutique. Ils me donnent d'ailleurs même les coordonnées de leur thérapeute de manière à vraiment les engager à ce que ce travail nécessaire puisse être effectué. Dans La projection est dangereuse, Monsieur Barrault? Pardon? La projection est dangereuse? La projection, Dr Moïse va pouvoir vous en parler magnifiquement bien. Mes Oui. collègues vont me fusiller parce que chez les psys, il n'est pas obligatoire d'être en thérapie. Oui, mais alors Ce justement, qui est une aberration dans mon regard. Les collègues dans mon vont regard. me ce fusiller. n'est pour pas ça. obligatoire, mais un psychiatre qui se respecte. Ah oui. Et c'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que tout le monde ne le fait pas, mais c'est pas obligatoire. Alors que normalement, dans l'exercice, ça doit se faire, ça doit être obligatoire, parce qu'on est dans des sujets très pointus. On revient. Allez-y, pardon. Comment pouvons-nous imaginer qu'une personne puisse se déclarer être dans un métier de relation d'aide quand elle-même n'a pas fait un travail suffisant sur elle-même pour pouvoir nettoyer ce qui n'est pas résolu, de manière à ne pas projeter, si vous voulez, ses souffrances, ses blessures sur la personne qui est en face d'elle. Quel est l'intérêt et l'importance, justement? Quelle en est l'importance, docteur Mouhi? C'est de ne pas être qu'on appelle en résonance. C'est-à-dire, je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui vient vous voir pour soulever un problème, alors que vous-même, vous n'avez pas encore résolu ce problème. Par exemple, on donne un... Le relation au père, par exemple. Ok. Il vous dit, mon père est ceci, cela, etc., etc., alors que vous dites, lui il est en train de parler, et vous êtes en train de voir votre propre histoire. Et donc, ce que vous faites avec lui, est-ce que vous êtes en train de l'aider, ou bien juste en train de se projeter vos propres problèmes sur lui? Et donc, quand vous n'avez pas fait assez de travail sur vous-même en thérapie pour pouvoir prendre de la distance ou dire, il y a son problème, il y a le mien, voilà ce que je peux faire, et prendre ne serait-ce que conscience de ça. C'est comme une sorte de lumière qui clignote un tableau de bord. Attention, attention, attention à ça. Et même certains, on dit généralement que les patients, les clients sont à l'image de leur psy, parce qu'on commence à... Pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise avec ce type de patient, de client, et non pas ça? Qu'est-ce qu'il me renvoie? Tout ça, il faut qu'il soit pris en conscience, parce que ça revient à dire qu'on a des choses qu'il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes d'abord. D'ailleurs, je le dis toujours, quand on fait la prière, on dit généralement « Si vous ne pouvez pas prendre soin des autres, si vous n'avez pas pris soin de vous-même. » Ok, Younes, vous vous retrouvez dans ce que dit docteur Mouhi? Complètement, complètement. Avec ma casquette de coach, j'ai moi-même, je suis ravi d'avoir suivi en tout cas tout le processus de certification dont parlait Patrick. Et puis ça ne s'arrête jamais, c'est un océan dès lors qu'on met le pied dans le développement personnel. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi, justement? On n'arrête jamais d'apprendre. Nous sommes, dit une expression anglaise, plus grand, c'est-à-dire notre soi est plus grand de notre perception de qui nous sommes nous-mêmes. Donc c'est un parcours, et c'est ce qui est fascinant dans le développement personnel, c'est que c'est rempli c'est extrêmement excitant que de s'acheminer vers l'apprentissage de qui nous sommes. Mais ça, c'est un autre sujet. On devient plus libre. Et de toute façon, Patrick parlait tout à l'heure de libérer son potentiel, et c'est exactement ça. Je voulais pousser un point plus loin. Simplement, non seulement c'est absolument nécessaire de s'inscrire dans une thérapie, mais je suis sûr que mes amis me soutiendront là-dessus, c'est qu'il y a une autre notion qui est importante dans la pratique du métier, c'est celle de supervision. C'est-à-dire, il n'est pas suffisant, enfin, il est absolument nécessaire d'avoir suivi une thérapie soi-même avant de s'engager dans une relation d'aide. Mais une fois engagé dans la relation d'aide, nous avons nos pairs
PAIRE et nos pairs dans le métier, PER, qui nous supervisent, effectivement, à qui c'est tout un cadre, c'est un autre cadre que celui de la pratique. Comme pour la psychanalyse, en fait. Oui. Mais complètement, d'ailleurs, la discussion qui, en apparence, est une discussion sur le coaching, est une discussion sur les métiers d'accompagnement, les métiers d'aide à la personne en général. A priori, tout ce que nous sommes en train de dire s'applique à tous ceux qui s'inscrivent dans une relation d'aide aux autres. Mais alors, on pourrait se poser la question, justement, ce qu'apporte le coaching au métier de santé, docteur Mouhi, justement. Qu'est-ce qu'apporte le coaching au métier de santé? Je me rappelle que ma première expérience, c'était de faire un programme, je salue par là l'association Pro-Famille, c'est un programme qui s'appelle Pro-Famille. C'est-à-dire, je prenais en charge d'un programme structuré les parents ayant un enfant souffrant de schizophrénie. Et ça s'appelle du coaching familial. Bon, le mot coaching familial, c'était un peu glissé dans une page comme ça, mais je n'avais pas prêté attention. C'est-à-dire que par des techniques qui sont empruntées au coaching, on a arrivé un petit peu à ce que les familles puissent avoir une relation apaisée avec l'enfant. Et cette relation apaisée, qu'est-ce qu'il a pour but? Parce qu'il répondait à une triangulation qui s'appelle vulnérabilité, stress, rechute. C'est-à-dire, une fois la relation apaisée avec l'enfant, dans la communication, il n'y avait plus de stress dans la famille et donc son impact, c'était moins de rechute. Et donc, l'enfant allait beaucoup mieux. Et ça permet un petit peu de réduire le nombre d'hospitalisations et ça a un impact même, entre guillemets, économique, parce que l'hospitalisation, ça coûte très cher. Le psychiatre que vous êtes n'aurait pas pu faire cette formation si vous n'étiez pas également coach? C'est-à-dire que j'ai fait cette formation en tant que psychiatre et c'est là où j'ai appris que c'était du coaching. Pas du coaching, mais c'est des techniques, des techniques de coaching. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui est diabétique. Le diabète, c'est connu, etc. Mais pourquoi la plupart des gens ne suivent pas leur régime? Pourquoi, Donnez-nous la clé, justement. Pourquoi les gens ils te disent, il est pieux, il fait ses prières, etc. Mais il ne fait pas de régime. Pourquoi quand vous voulez faire du sport, les gens s'inscrivent pendant une année, ils paient une année, mais il ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est là où intervient le coaching pour savoir quelle est sa réelle motivation pour qu'il puisse entrer dans ça. Et c'est un travail, parce que quand je dis diabète... Quelle est sa réelle motivation? Donc c'est un terme, oui. c'est un terme coaching, mais... Oui, est-ce que c'est réellement c'est ce qu'il cherche ou bien il y a autre chose? Parce que les gens, généralement, quand ils viennent, je parle de mon métier, quand ils viennent, ils disent, je veux, par exemple, arrêter de fumer. Je veux arrêter, docteur, je veux arrêter de fumer. Automatiquement, ça se déclenche chez lui, je ne veux pas arrêter de fumer. Et donc, des fois, on doit un petit peu, par des techniques de coaching, lui montrer qu'il y a une ambivalence chez lui et cette balance décisionnelle doit pencher sur l'un ou sur l'autre pour qu'il puisse se décider. Et là, ils prennent conscience. Mais ça, vous n'étiez pas capable de le faire quand vous étiez uniquement psychiatre? Non, il ne faut pas se leurrer. J'ai fait ce qu'on appelle des formations en entretien motivationnel qui sont en plus de la psychiatrie, c'est beaucoup plus une formation supplémentaire. Mais c'est-à-dire que ce sont des techniques assez particulières. Et que tout le monde peut faire s'il est initié à la formation. Et donc, vous les utilisez quand la psychiatrie pure, traditionnelle, classique échoue dans votre... je vais parler de ma pratique. Moi, je travaillais dans un hôpital, c'est-à-dire, et déjà, je peux vous dire que j'étais directeur de l'hôpital psychiatrique de Barchid, qui est le plus grand hôpital du Maroc pendant 11 ans. Alors, dans cet hôpital, il y a ce qu'on appelle la pathologie lourde. Donc, pour pouvoir utiliser ces techniques, et donc j'attendais que je quittais la fonction publique pour m'installer en secteur libéral pour pouvoir un petit peu les faire. Parce que avant, c'était d'autres, comme disait Younes, c'était beaucoup plus de pathologies lourdes, c'est des schizophrénies, des troubles bipolaires, etc. Donc, je les connaissais, mais il a fallu que l'utiliser dans un autre contexte. Dans un autre contexte, oui. C'est ce qui fait qu'on peut revenir effectivement à la formation de l'apprenti coach. C'est apprendre déjà aussi les mécanismes qui sont chez lui et qui l'empêchent en fin de compte d'exprimer son potentiel. C'est apprendre bien sûr l'écoute, c'est apprendre l'empathie, c'est apprendre la qualité du questionnement qui doit être un questionnement adapté à la réflexion de la personne qui est en face de lui. C'est d'apprendre aussi la gestion des émotions. Comment peut-il en fait accueillir les émotions si lui-même n'a pas réglé ses problèmes émotionnels? C'est aussi peut-être par moments apprendre le processus de deuil, qui d'ailleurs
pour le médecin qui fait 7 ans ou voire 12 ans d'études, n'apprend pas forcément. J'ai eu dans les formations au sein de l'école de Maroc Devenir beaucoup de médecins comme apprentis coach. Et ils le disent eux-mêmes. Ils disent que dans leur formation initiale, on ne leur apprend pas à écouter le patient qui est en face d'eux. On ne leur apprend pas à poser fondamentalement les bonnes questions, surtout quand il y a souffrance, quand il y a des émotions fortes dans des situations, bien sûr, que la vie nous propose. En tout cas, ce que vous nous dites est très rassurant sur ce beau métier de coaching, beau métier d'accompagnement. Maintenant, comment choisir son coach? Comment savoir que je vais vers la bonne personne pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour me développer? On répondra à cette question juste après la pause. Je rappelle que je suis avec vous, Younes El-Hiaoui, docteur Youssef Mouhi et Patrick Barraud. À tout de suite. On reprendra également un autre sujet. Cette fois-ci, on va parler d'hygiène bucco-dentaire chez l'adulte. Mais on va parler d'abord on va surtout répondre à cette question. Comment savoir que je vais voir le bon coach? À tout de suite. Coaching, mode d'emploi, notre sujet du jour aujourd'hui avec cette belle équipe qui m'accompagne. Younes El-Hiaoui, coach, merci d'être là, directeur de la publication de Nefs Magazine, docteur Youssef Mouhi, psychiatre et coach, et Patrick Barraud. Alors vous êtes psychologue de formation, coach fondateur de la première école de coaching au Maroc, Maroc Devenir, et coordinateur pédagogique à l'école de coaching HEC Paris. Merci beaucoup d'être là. On va enchaîner rapidement sur certains points d'une grande importance. Comment fonctionne le coaching, Younes El-Hiaoui? Alors, pour répondre à cette question, je rappelle simplement ce qu'on a dit un peu plus tôt. C'est d'abord, le coaching est un accompagnement. Mais j'avais envie de dire, avant que ce soit un métier, c'est d'abord une posture. C'est d'abord une posture. C'est-à-dire la posture de coach, elle est complètement conscientisée. Et comment ça fonctionne, comment fonctionne une séance véritable de coaching? Contrairement à d'autres disciplines, elle est d'abord structurée autour d'une demande. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire le coach est coach de son client pour une mission et non pas un accompagnement de vie sur une longue période qui rentre là où, du coup, dans une psychothérapie ou une psychanalyse ou un accompagnement d'un autre ordre. Donc c'est une demande bien formulée, précise. On a donné des exemples. Je souhaiterais libérer mon potentiel, reprendre confiance en moi, maîtriser ma prise de parole en public, gérer mes émotions ou mon stress. Tant que ça reste dans le cadre des compétences d'un coach et tant qu'on n'empiète pas dans le territoire d'une autre discipline, eh ben, ça démarre par une demande. Cette demande-là est contractualisée. C'est très important de le rappeler. Elle n'est pas contractualisée dans le sens commercial du terme, quoique, mais elle est contractualisée entre le coach et son coaché, en se disant, le travail, au nom de quoi est-ce que nous sommes ensemble? Eh bien, nous sommes ensemble au nom d'un accompagnement dans le sens de cette demande-là. C'est verbalisé? C'est tout à fait verbalisé, ça doit être formalisé, puisque le coaching n'est pas une discussion de salon. D'accord? C'est très important. Si je ne me sens pas bien, je peux en parler à mon meilleur ami ou à un membre de ma famille. Ce n'est pas cette posture-là qui est celle du coach. C'est un peu la même démarche que pour la psychothérapie et éventuellement une consultation chez le psychiatre? Je laisserai le psychiatre confirmer, en tout cas la question étant sur le coaching. Je peux vous dire qu'il s'agit d'une demande qui est contractualisée et d'une mission qui s'achève au bout de cette demande-là. On dit souvent que le coach est jetable. J'aime croire ça, justement. C'est presque une posture un peu ingrate, mais qui s'achève au terme d'une mission qui peut être renouvelée, recontractualisée sur la base d'une autre demande ensuite. Est-ce qu'il y a un timing à ne pas dépasser? Est-ce qu'il faut se poser la question si par exemple je suis chez un coach et que je passe trop de temps? Ce ne serait pas bon signe si on multiplie des dizaines de séances. D'accord? Je n'ai pas de chiffre précis. Une dizaine de séances devrait être presque un plafond, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est bien plus un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, le coach est là pour favoriser le développement de l'autonomie, de la responsabilité, de la créativité de la personne qu'il a en face de lui. Donc il ne crée surtout pas de dépendance. Lorsque l'on démarre un accompagnement en coaching, il y a une date de début et il y a préalablement la fixation d'une date de fin. Et ça, c'est important. Dans cet espace-temps, il y a une demande qui est exprimée, il y a des objectifs qui sont ciblés et il y a des indicateurs qui sont mis en place. À partir de ce moment-là, le traitement peut commencer. Dans quel cadre? Dans un cadre
que l'on appelle un cadre de fonctionnement dans lequel il y a permission et protection. La permission, c'est donner la possibilité à la personne de s'exprimer librement, de façon à oser même exprimer ses émotions. Souvent, les dirigeants qu'un coach peut accompagner expriment que uniquement cet espace d'écoute, cet espace dans lequel ils peuvent librement s'exprimer, alors qu'ils ne peuvent pas le faire face à leurs collaborateurs. Même dans leur famille, parfois, c'est assez difficile de s'exprimer librement. Rien que ça, ça leur permet de revisiter leur positionnement, de revisiter leur réflexion. Comment je peux savoir justement que je suis bien coachée, que la personne qui me coach est une personne qui fait les choses de façon déontologique, puisque on sait que la profession n'est pas quadrillée, n'est pas réglementée. Alors il faut savoir quand même qu'au niveau du coaching, comme d'ailleurs en thérapie, il n'y a pas effectivement de cadre légal, et en même temps il y a un cadre déontologique que certaines associations internationales ont mis en place. Cadre déontologique que l'on peut se fournir sur Internet ou auprès des associations comme par exemple Maroc Coaching au Maroc. Si vous voulez, ce cadre déontologique donne par exemple le fait que la confidentialité doit être absolument respectée. Le cadre déontologie, c'est qu'il y a ce contrat dont on parlait tout à l'heure qui doit déterminer une forme d'autonomie et de responsabilité de la personne coachée. Dans cette déontologie, il y a aussi, bien sûr, pour le coaché, la possibilité de se rendre compte qu'il va mieux, que le problème, la difficulté qui véritablement lui posait un véritable obstacle dans sa vie est en train de se diluer parce qu'il y a des prises de conscience. Et ça, c'est rapide? Pardon? C'est rapide? Ça peut être rapide. Mais c'est quoi la différence justement avec la psychothérapie, docteur Mouhé? Pardon. Le cadre de la psychothérapie, c'est généralement quand la personne ne sait pas pourquoi il est comme ça. C'est-à-dire ça prend un problème global de sa personnalité, global. Alors que là, on est sur des problématiques très précises et très pointues. Si donc la personne va voir le coach et lui dit « je ne vais pas bien, je me sens mal, coachez-moi », un coach n'est pas supposé accepter. Un bon coach. Un bon coach, oui, un vrai n'est pas supposé accepter. Oui. Ça veut dire aussi que dans les formations, oui, on relit les questions, dans les formations qui se respectent, il y a une partie de la formation pour les futurs coachs qui porte sur la psychopathologie. C'est-à-dire que l'on donne la possibilité au coach de détecter les profils psychopathologiques de manière à pouvoir les adresser tout à fait légitimement à un psychiatre ou à un thérapeute. Younes, pardon. C'est juste parce que parfois il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des troubles de personnalité. Ça peut être obsessionnel, histrionique, dépendant et tout ça. Une personne qui te dit que je ne peux pas prendre une décision, je suis toujours dépendant des autres, même si je vais acheter un foulard, je dis n'importe quoi, etc. Et je vais être coaché pour ça. Et là, il faut faire attention parce qu'on peut analyser la demande au début, mais on va voir que ça englobe toute sa personnalité et ce n'est pas... C'est pas un problème de confiance en soi? Voilà. Ça peut être ça peut être une personnalité dépendante, ça relève plutôt de la thérapie. Par contre, en psychanalyse, par exemple, il n'y a pas de durée fixe comme ça a été au coaching. Au coaching, il y a un début et un fin. Le cadre est généralement le même. Le coaching, il faut le dire, les référents de coaching, tous les grands référents de coaching, c'était au départ de la psychothérapie, que ce soit la gestalt, que ce soit la transactionnelle, la systémique, etc. C'est-à-dire que le coaching, il est transthéorique. Donc, il emprunte un petit peu le cadre, mais c'est une réponse à une demande très, très, très précise. Younes. Oui, je voulais simplement apporter un tout petit éclairage supplémentaire sur cette différenciation entre coach et psy, qui n'est pas une différenciation qui les oppose, absolument pas. En tout cas, dans une démarche de psychothérapie ou de psychiatrie ou de psychologie, si l'on voulait schématiser au maximum, on serait dans une démarche de réparation. Ce n'est pas la mission du coach. Le coach, je le disais tout à l'heure, c'est une démarche d'accompagnement et donc tournée vers l'avenir. Je n'oppose pas le passé à l'avenir et c'est justement ce qui fait de ces métiers-là des métiers complémentaires, puisque souvent, personnellement, dans ma pratique, je peux prendre un client en même temps
en même temps qu'un psy, le préfixe psy. Mais en tout cas, la pratique de coach se base sur une écoute naturellement, une empathie, une écoute active, mais beaucoup de questionnements qui vont aller puiser dans le potentiel de notre client pour l'accompagner vers l'avenir, vers le projet qu'il a envie de réaliser. Dernière petite précision sur le cadre légal. Effectivement, il n'y a pas un cadre légal comme un ordre des avocats ou d'autres métiers qui sont beaucoup plus structurés. En revanche, il y a un cadre associatif qui est ICF, International Coach Federation, qui dispose d'un chapter au Maroc, qui grandit, qui se structure, qui n'a pas aujourd'hui un cadre légal, encore une fois, c'est ce que je disais, mais qui fait un travail extrêmement intéressant, en tout cas, qui réunit toute une communauté, qui organise des séminaires, des conférences, des formations, et avec une activité extrêmement ambitieuse sur l'avenir. Et c'est formidable qu'on puisse avoir un chapter au Maroc aussi. Alors, en tout cas, oui, pour docteur. l'engouement aussi, c'est que rapidement, beaucoup comme de ça, gens, on enchaîne sur notre question. voilà, beaucoup de gens qui ont des problématiques psy pensent que aller chez le coach, c'est beaucoup plus. Ça dédramatise la voilà, situation. ça dédramatise. Donc il faut que, il y a de part et d'autre, il faut faire une responsabilité. Voilà, une responsabilité, absolument. Alors, vous êtes des hommes de métier, vous êtes des coachs. Est-ce que vous voyez quand même des dérives, justement? Est-ce que c'est quand même un point à souligner, Patrick Barraud? Bien sûr, les dérives existent comme dans tout métier, comme dans toute activité. Les dérives particulières au coaching, on en parlait tout à l'heure, c'est en fin de compte une insuffisance de formation. Des gens qui se déclarent coach après 3 jours de formation. Les dérives portent sur le manque de travail sur soi, c'est-à-dire je ne vais pas en thérapie pour pouvoir en fait me débarrasser de toutes les blessures et les souffrances qui m'animent profondément sans que j'en ai conscience et que je projette, comme nous le disions tout à l'heure, sur mon client. L'absence de supervision est une dérive. Ne pas connaître ses limites, ses propres limites, c'est-à-dire que je ne sais pas distinguer la demande qui m'est faite par le client et je suis en quelque sorte dans une forme de toute puissance, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai la baguette magique. Mais comment je peux être un coaché averti? Pardon? Comment je peux être un coaché averti par rapport à tout cela? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des petits outils? Alors, il y a en fin de compte des questions à se poser, c'est-à-dire à poser même au coach avant de le choisir. Commencer. C'est-à-dire, en fin de compte, quelle est sa formation? Quelle en a été sa durée? Où l'a-t-il faite? Quelle est sa pratique? Sur quelle référence appuie-t-il? Depuis quand pratique-t-il ce coaching? Quelle est sa notoriété? C'est-à-dire qu'on peut aussi demander en fait des recommandations des personnes qui peuvent recommander ce coach. Est-ce qu'il est en thérapie? De lui poser carrément la question. Est-ce qu'il a un espace de supervision? Vous voyez, il y a toutes ces questions que le coaché peut poser, sachant que mon intime conviction, c'est que la population s'éveille de plus en plus, est de plus en plus avertie et qu'elle a les moyens d'information pour pouvoir choisir son coach, tout en considérant, et je voudrais terminer là-dessus, que le travail n'est pas effectué par le coach, mais qu'il est fondamentalement effectué par la personne qui vient voir un coach. Pourquoi? Parce que le coach, je le rappelle, libérateur de potentiel, est celui qui favorise autonomie, responsabilité et créativité chez la personne qui vient le consulter. En tout cas, c'est pour cela que nous, on a programmé aujourd'hui cette émission pour justement pour que les personnes aient l'information et puissent se développer, s'améliorer jusqu'au bout de la meilleure manière possible. Merci beaucoup, messieurs. Younes El-Hiaoui, coach, Dr Youssouf Mouhi, psychiatre et coach, Patrick Barraud, psychologue de formation et bien sûr éminent coach au Maroc et en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Vous pouvez rester avec nous aussi pour suivre le sujet. Nous allons parler de l'hygiène bucco-dentaire chez l'adulte. À tout de suite.
Allez, comme promis, on est toujours là justement pour parler d'un autre sujet, cette fois-ci d'une grande importance. Alors, on parle beaucoup d'esthétique dentaire, de blanchiment, de facettes, de toutes ces belles choses qui viennent embellir la bouche. Retour aux sources, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. L'hygiène bucco-dentaire, la base de la base. On en parle avec vous, docteur Adnan Ammar. Vous êtes médecin dentiste à Rabat. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, on va commencer par le commencement. L'hygiène dentaire, l'hygiène bucco-dentaire, qu'est-ce que c'est exactement? Comme on dit, l'hygiène, c'est la santé. Il faut définir d'abord la santé, définir ce que c'est l'hygiène, pour qu'on comprenne l'importance de cette hygiène, de ces pratiques qui sont obligatoires quotidiennement, puisque la santé est un état de comportement et d'un état physique, mental et social d'un être humain. Donc la santé bucco-dentaire va de soi avec la santé générale, et c'est l'absence de toute affection buccale ou oropharyngée, sinon par laquelle le malade n'aura pas la possibilité de mâcher, de parler, de discuter convenablement et avoir un statut psychosocial correct. Donc, pour avoir cette santé, on parle de la santé générale, donc la santé bucco-dentaire qui nous intéresse, nous, en tant que dentistes, toute la population, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire qui se caractérise par le fait d'un certain nombre de gestes, d'accord, de gestes quotidiens réalisés pour éliminer ce qu'on appelle la plaque dentaire. Cette plaque dentaire qui est en perpétuelle formation, 24 heures sur 24, en bouche, substitut de la salive sur lesquelles vont se greffer des bactéries, constituer une petite couche pellicule blanchâtre, transparente au début, qui colle au niveau des dents et qui constitue un nid pour les bactéries pathogènes qui attaquent en même temps la gencive, les dents, soit la gencive, soit les deux. Et bien plus aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se dire, les téléspectateurs peuvent se dire, mais de quoi ils nous parlent, ils ne vont pas nous apprendre quand même à nous brosser les dents. C'est pas aussi réducteur que ça, mais c'est parce que la santé globale et également la santé cardiaque peut être impactée par l'hygiène bucco-dentaire, docteur. Exactement. Un certain nombre de maladies systémiques en relation directe avec l'hygiène bucco-dentaire, notamment les maladies cardiovasculaires et plus précisément la maladie d'Osler, ça veut dire c'est les bactéries, certaines bactéries buccales qui passent dans le sang par ingestion et tout ça. Qui migrent. Qui migrent au niveau des valvules cardiaques, et c'est une catastrophe. On peut avoir des conséquences graves, on peut avoir, ça c'est la maladie d'Osler, on peut avoir l'accident vasculo-cérébral qui est causé par, dans certaines études, confirme tout ça. Il y a aussi les attaques cardiaques. Il y a Donc la brosse à dents sauve des vies, il faut le dire. Bien sûr, la brosse à dents sauve des vies et tout le corps est sauvé à travers une hygiène bucco-dentaire parce que la santé bucco-dentaire et la santé générale sont intimement liées. Ok. Alors on va accélérer la cadence un petit peu. Comment on lutte contre cette plaque dentaire? Par quels gestes, techniquement? Alors, c'est l'ensemble de gestes et de pratiques. Ça commence d'abord par le brossage. D'accord? Un brossage minutieux après chaque repas. D'accord? Chaque repas pendant au moins 4-5 minutes. C'est plus 3 minutes? Non, c'est 4-5 minutes de brossage parce que si on divise la bouche haut et bas, on va les diviser en 6 secteurs. 2 antérieurs haut et bas et 2 latéraux. Ça fait 6 secteurs. Et si on brosse 45 secondes par secteur, ça nous fait à peu près 4 minutes et demie, 5 minutes. Et avec ce geste, on n'a même pas besoin, entre guillemets, de ce fameux blanchiment, de cette petite technique moderne. Non, on ne parle pas de ça pour l'instant, mais on parle juste de l'hygiène quotidienne. De l'hygiène, mais ça donne aussi de l'éclat. Une santé bucco-dentaire, au niveau des dents et du parodonte, les tissus du soutien de la dent qui sont... La gencive. La gencive, l'os alvéolaire, le sément et le desmodonte. Après ces gestes, il faut des compléments. Notamment... Et ces 4-5 minutes, c'est matin, midi et soir? Après chaque repas. Après chaque repas. Après chaque repas, c'est très important pour déstabiliser la formation de cette plaque bactérienne qui se transforme par la suite, éventuellement, si on ne l'élimine pas, en tartre, sur lequel viennent d'autres bactéries, et c'est tout un processus qui s'installe. Donc l'inflammation qui commence par la gingivite
et qui peut aller vers la parodontite, carrément. Donc le geste primaire, c'est le brossage. Après, il faut rajouter les gestes complémentaires, c'est-à-dire soit utiliser de la soie, du fil dentaire pour brosser les espaces interdentaires, parce que la brosse à dents, elle seule, ne fait pas ce travail. Elle élimine le maximum, il reste, comme je vois sur la photo, soit la soie, c'est-à-dire le fil dentaire, sinon les brossettes interdentaires. D'accord. Deuxième geste, c'est ça, c'est le moyen complémentaire. Le troisième geste, c'est la consultation du professionnel. Au moins 2 fois par an. 2 fois par an. 2 fois par an pour le contrôle, pour faire éventuellement un détartrage. Un détartrage éventuellement si c'est nécessaire. Le détartrage, c'est pour le spécialiste que vous êtes, c'est 2 fois par an, 1 fois par an. Ça n'agresse pas trop l'émail? Non, pas du tout. Le détartrage, c'est fait avec un instrument à ultrasons ou manuellement, éventuellement, quand il s'agit de faire un surfaçage radiculaire dans le cas de parodontite. Non, il est inoffensif sur l'émail. Détartrage, on peut le faire autant de fois parce que les patients sont différents. D'accord. Il y a des patients qui produisent plus de tartre que d'autres. Tout est en fonction de la qualité de la salive aussi. Ok. Est-ce qu'il y a par exemple un profil plus vulnérable et qui devrait rendre visite plus souvent que ces 2 fois par an chez le dentiste? Oui, effectivement, ce sont les patients qui présentent les facteurs de risque pour développer des maladies parodontales, notamment des maladies parodontales. Parodontale, c'est la maladie de la gencive? La gencive fait partie du parodonte. On va définir le parodonte comme constitué de la gencive, de l'os qui supporte la dent, du desmodonte qui est le ligament entre la racine et l'os, et du sément, c'est la couche qui recouvre toute la racine. C'est ça qui constitue les tissus de soutien de la dent. Quand il y a attaque du parodonte superficiel, ça veut dire la gencive libre qu'on est en train de voir, ça s'appelle la gingivite, qu'on peut traiter facilement par un simple détartrage, d'accord. Quand on voit des saignements, c'est ça, un gonflement léger. Léger, absolument. Sondage, éventuellement avec une sonde parodontale allant jusqu'à 3 mm maximum. D'accord, quand il n'est pas atteint de la tache épithéliale. Il y a une limite entre la gencive superficielle, c'est-à-dire le parodonte superficiel, et le parodonte profond. Ok. Donc une gingivite peut être traitée facilement par un simple détartrage et installation d'une bonne méthodologie de brossage. Mais vous parliez de personnes à risque. À risque. Bien sûr, il y a des personnes à risque, des personnes où les facteurs de risque. Les facteurs de risque, notamment, il y a des facteurs de risque généraux. C'est-à-dire des personnes qui sont atteintes de diabète, par exemple, sont beaucoup plus sujets à faire développer des parodontites. Par exemple. Donc, ces gens, il y a à double sens. C'est-à-dire que même s'il y a parodontite, les diabétiques n'arrivent pas à contrôler leur diabète. Les études ont montré qu'il y a une relation dans les deux sens. Et les patients sont conscients de ça? Est-ce qu'ils ont l'information? Oui. Bien, vous avez des surprises au cabinet. On a des surprises parce que le professionnel doit être averti tous les jours, il doit faire son travail, il doit informer d'une façon directe tous les patients, quel que soit le patient. Donc le diabétique doit faire attention à sa gencive. Et le diabétique, effectivement. De plus près encore que... De plus près. Le diabétique doit être vraiment vigilant avec son état de santé bucco-dentaire. D'accord. Le diabétique, qui d'autre? Il y a les facteurs génétiques, il y a le côté génétique, il y a l'âge, il y a l'ethnie aussi. Il y a le plus important, c'est les facteurs comportementaux. On revient, les facteurs comportementaux, c'est l'hygiène bucco-dentaire et certaines habitudes, notamment le tabac. Oui. L'alcool et tout ça, ça participe énormément à la destruction du parodonte éventuellement et des petits problèmes ou des grands problèmes si on veut les appeler. Oui, absolument. Donc il y a des facteurs de risque qui sont là. Est-ce que l'alimentation impacte notre... Je voudrais rajouter juste une phrase parce que les patients ne sont pas égaux devant la maladie. Il faut savoir que les patients ne sont pas égaux devant la maladie. Il y a des gens qui résistent, il y a des personnes qui réagissent mieux que d'autres. Donc voilà, donc ces facteurs de risque font que... Alors, est-ce que l'alimentation impacte notre hygiène bucco-dentaire? Est-ce que ce que nous mangeons peut venir déstabiliser notre flore buccale? Comme pour avoir une bonne santé, il faut avoir une alimentation équilibrée. Ça, c'est clair. C'est la même chose pour la santé bucco-dentaire. Il faut avoir une alimentation équilibrée, riche en fibres, en fruits, laitiers et tout ça. Mais
il faut éviter un certain nombre d'aliments entre les repas. D'accord. Entre les repas, c'est-à-dire les sucreries, tout ce qui est acide qui attaque un peu les gencives, les mailles, d'accord. Les éviter un tout petit peu entre les repas. Boire beaucoup d'eau, faire du sport, c'est exactement les mêmes recommandations qu'avoir une santé générale saine. Mais parce qu'on sait que, et corrigez-moi si je me trompe, on sait que la salive, c'est un petit peu ce qui vient protéger notre bouche. Est-ce Oui, que ce que nous jusqu'à une mangeons, certaine limite. jusqu'à une certaine, mais justement, est-ce que ce que nous mangeons impacte la qualité de notre salive? Non, pas forcément. Pas Mais forcément. si on mange et on ne se brosse pas les dents, Oui. cet effet tampon de la salive ou l'auto-nettoyant, il a une certaine limite. C'est-à-dire que il faut absolument intervenir par une brosse à dents, par l'élimination de la formation de la plaque. La plaque provient de la salive. La salive fait un double emploi, elle fait de l'auto-nettoyage, mais il y a des bactéries en symbiose qui vivent dans la bouche. Il y a pratiquement 500 espèces de bactéries dans la bouche et des milliards de bactéries. Il y a les bactéries pathogènes. Donc et d'autres non. maintenant que nous sommes en train de se parler, il y a des milliards de bactéries qui circulent. Oui. C'est ça. C'est comme ça, C'est qui comme vivent ça. en symbiose. Et quand il y a perturbation de cet équilibre, cet équilibre, on permet à certaines bactéries qui ne représentent que 5 ou 10% pathogènes qui vont attaquer notamment le parodonte. Ok. D'accord. Et là, les problèmes commencent sérieusement pour le Donc, pour les lutter patients. contre la plaque, c'est par un bon brossage, un bon nettoyage interdentaire et un Exactement. bon détartrage, une visite régulière. Et une visite au moins 2 fois par an chez le dentiste pour un contrôle. Le Ça, c'est pour détartrage une personne saine. saine. Le détartrage à partir de quel âge? On peut commencer le détartrage chez les enfants qui développent le liseré noir, les petites bactéries qui s'installent et tout ça, parce que le tartre peut se développer tant que la dent est là, tant que les dents sont là, tant qu'il y a de la salive, on peut faire du tartre. Alors, docteur Adnan Amour, l'idée de cet entretien avec vous, c'est véritablement de revenir à la base, à ce qui est l'hygiène bucco-dentaire. Un message clé pour nos téléspectateurs avant de nous quitter. L'hygiène bucco-dentaire, je pense qu'elle doit être considérée aujourd'hui comme étant une valeur comportementale de société. Je voudrais lancer un appel aux parents, notamment aux mamans, pour qu'ils prennent en charge leurs enfants dès le jeune âge. Parce que... Vous voyez des choses dans le cabinet qui sont... Oui, j'en vois plein de choses. Ouais. Plein de choses. Les enfants, les parents font confiance à leurs enfants en termes de brossage, mais en fait, un enfant, il faut le comprendre, il ne sait pas se brosser, donc il faut lui apprendre, il faut être toujours derrière. Jusqu'à quel âge, vous dites? Jusqu'à 14, 15 ans, il faut Quand rester même. toujours, il faut le coacher, il faut l'accompagner, il faut le contrôler. Vous restez sur la lancée de l'émission, il faut le coacher. Exact, c'est comme ça, parce que c'est un apprentissage. Les parents transmettent des valeurs de vie à leurs enfants. Le brossage et l'hygiène bucco-dentaire doivent en faire partie. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Adnan Amour, vous êtes médecin dentiste à Rabat. Je ne voulais pas parler d'esthétique dentaire avant de faire cette émission de base. Le socle, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la préparation, la réalisation, le suivi et la diffusion de cette émission à Tanger et à Rabat. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, vos encouragements. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Médien TV, mais n'oubliez pas également sur les ondes de Médien avec Farhana. À très bientôt.